Olivier Piacentini, vous publiez Le Mirage mondialiste aux éditions de Paris. Première question très simple, pourquoi avoir intitulé cet ouvrage de la sorte ? Eh bien parce que le mondialisme qui imprègne notre vie depuis 30 ou 40 ans à peu près, se cache derrière un phénomène qui est un phénomène naturel qui s'appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est un fait, on n'y peut rien, c'est le développement des transports et des communications qui nous rapprochent à travers le monde. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif, de toute façon, on n'y pourra jamais rien. Mais derrière cette mondialisation se cache une idéologie qui s'appelle le mondialisme, qui veut nous faire croire qu'elle est consubstantielle à la mondialisation et qu'on ne peut pas l'éviter. Ce mondialisme veut aller progressivement vers un effacement des frontières, des nations, des États et un mélange forcé des peuples. Ce qui, à mon avis, n'est pas valide, mais nous est imposé par une force médiatique qui imprègne à la fois l'information et également, j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est une des spécificités de ce livre, le divertissement, à savoir les films, les séries, le cinéma, la musique, la télé-réalité, qui est un format nouveau, qui est arrivé justement avec le mondialisme, et même le foot, j'en parle dans mon livre, il faut lire, en quoi le foot, je dirais le foot contemporain et son évolution sur les 30 dernières années, tend vers l'imposition de l'idéologie mondialiste, au moins dans les termes économiques. Alors, en fait, c'est très intéressant que vous soyez là aujourd'hui, puisqu'on sort à peine d'une séquence absolument délirante entre Jean-Luc Mélenchon, Papacito, la gifle d'Emmanuel Macron, bref, on sort de 3-4 jours un petit peu incroyables d'un point de vue actualité. Et ce qui est très intéressant avec cette affaire Mélenchon-Papacito, c'est que l'ex-présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a tweeté son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Donc on a une ancienne présidente du Brésil réagit à une vidéo postée par un youtubeur français suivi par quelques dizaines, centaines de milliers de personnes. Finalement, c'est un peu ça la mondialisation, c'est la planète village, on est en plein dedans. Alors ça, c'est l'une des manifestations. On a à la fois la manifestation de la mondialisation à travers la proximité plus grande que nous avons, et c'est un fait. C'est comme ça, mais nous l'avons eu déjà l'année dernière quand une ancienne ministre du Pakistan a réagi, je dirais, aux propos de Macron suite à l'assassinat de Samuel Paty. Nous l'avions déjà eu d'ailleurs en 2018, au lendemain de la victoire de la France à la Coupe du Monde, quand M. Maduro et M. Obama se sont félicités pratiquement de concert, à quelques milliers de kilomètres d'intervalle, que c'était en fait l'Afrique qui avait gagné la Coupe du Monde pour la première fois. C'est ce qu'ils avaient dit. Donc, nous avons, à travers ces interventions, à la fois la mondialisation, on se connaît, on se parle, on réagit à l'autre bout du monde, à des pays qui ne sont pas les nôtres, et puis on a aussi le mondialisme, parce que tout ça reflète parfaitement le mondialisme. Vous voyez, pourquoi Madame Dilma Rousseff réagit ? Parce que c'est son ami Mélenchon qui défend le multiculturalisme et la créolisation de la France, qui se trouve attaqué par des gens qui n'en veulent pas. Quand M. Maduro et M. Obama se réjouissent qu'en fait, c'est pas la France qui a gagné, c'est l'Afrique. Vous vous rendez compte un petit peu la portée de la chose. Donc on voit bien qu'il y a une idéologie derrière qui voudrait nous faire croire qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre la France et l'Afrique à travers la physionomie des joueurs de l'équipe de France. Donc, vous voyez qu'on a à la fois la mondialisation et le mondialisme qui s'expriment. La famille, la culture, les frontières, les États, ce sont toutes ces données, toutes ces notions qui ont façonné le monde, en tout cas au moins l'Europe, pendant 1500 ans, et que la mondialisation, que le mondialisme s'acharne à mettre à bas. C'est un peu la démonstration de votre livre. Finalement, qu'est-ce qui va rester aux individus pour se démarquer les uns des autres ? Parce qu'on voit bien monter cette espèce de courant racialisme. Est-ce que finalement, la couleur de peau, c'est pas la couleur de peau, l'orientation sexuelle, ce sont pas un petit peu finalement les nouvelles frontières que la mondialisation est en train de dessiner ? Mais comme je l'ai expliqué dans mon livre, il y a une volonté acharnée des suppôts du mondialisme. Pourquoi le mondialisme est développé et pourquoi il s'imprègne partout ? Mais tout simplement parce que derrière le mondialisme se cache une idéologie qui sert les intérêts des superpuissances mondiales qui ne sont plus les États, mais le monde de la finance et des multinationales. Pourquoi la finance et les multinationales veulent tendre vers le mondialisme ? Parce qu'ils veulent avoir un consommateur mondialisé à qui ils vont pouvoir servir le même produit, sans avoir à changer, je dirais, la présentation ou la nature de leurs produits en fonction des cultures, et sans avoir à s'adapter aux réglementations et aux barrières douanières des États. Donc, le mondialisme sert les intérêts de cette superclasse mondiale. Et
ces gens-là sont très intelligents, ils connaissent l'être humain, ils ont approfondi vraiment la nature humaine. Ils savent bien que l'homme a besoin d'une identité. Donc, on ne peut pas dire vous n'êtes plus français, vous n'êtes plus rien. Donc, on s'acharne à recréer de nouvelles identités, mais qui vont au-delà des frontières, des nations, des identités héritées. Il s'agit d'identités nouvelles. Ces identités nouvelles, c'est effectivement la couleur de peau, c'est l'identité sexuelle, et puis c'est aussi des identités qui sont façonnées par les marques. C'est-à-dire qu'à travers les marques, on se crée une identité. Par exemple, je vous dirais Chanel, c'est la marque d'une certaine classe, de certaines dames bourgeoises qui aiment bien s'habiller, qui aiment l'élégance. Ernest, c'est une marque qui correspond à des jeunes de banlieue. Voilà, d'ailleurs on vous dit aujourd'hui, mais tu es plutôt... Je fais toujours référence à cette publicité d'il y a 25-30 ans, je suis une femme Barbara Gould. Et là, le slogan voulait dire que en achetant Barbara Gould, la dame s'approprie l'identité de la marque. Bien. Et aujourd'hui, on se dit, mais tiens, toi, tu es plutôt Mercedes ou BMW? Tu es plutôt PSG ou Real de Madrid? Tout ça, ce sont des segments d'identité que les gens récupèrent et qui, peu à peu, effacent l'identité nationale. Et il y a une grande différence. C'est que ces identités-là, à la différence de notre identité nationale, on doit payer pour l'avoir. Vous voyez? Donc ça remplit toujours les mêmes caisses. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment en est-on arrivé là finalement? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Autant pour des pays qui ont une histoire assez récente, des pays assez jeunes, être fondus, fusionnés dans cette mondialisation, c'est pas... Voilà, c'est quelque chose d'assez facile, d'assez évident. Autant pour des vieux pays qui ont des millénaires d'histoire, je pense même aux pays d'Europe occidentale, je pense même à certains pays et certains peuples africains. Comment ces pays avec une histoire si riche, avec un enracinement si profond, ont pu se laisser déraciner et fondus, fusionnés dans cette mondialisation qu'on voudrait heureuse? Ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, parce que observez bien quand même le Brésil, qui est un pays jeune, on en a parlé tout à l'heure, ils ont voté Bolsonaro. Vous voyez, le populisme, en réalité, qu'est-ce que je dis dans mon livre? Au départ, la mondialisation, elle s'est appuyée sur, je dirais, des aspirations réelles de la population à plus de liberté, moins de conventionnel, plus de tolérance, plus d'ouverture d'esprit, moins d'autorité. C'est-à-dire qu'on était avant dans une société très patriarcale, avec une autorité de l'État très forte, je dirais autorité religieuse, l'armée, tout un ensemble de choses qui étaient très rigoureux et très stricts. À partir des années 60, il y a eu des aspirations pour faire évoluer cela, vers plus de liberté, plus de tolérance. Le mondialisme a récupéré ces aspirations, a fait évoluer dans un premier temps, et puis maintenant il est en train de nous imposer autre chose, c'est-à-dire une autre forme d'autorité et de façon de penser, mais qui était le contraire de ce que c'était avant. Et là, c'est là qu'il y a blocage. C'est-à-dire que depuis 4-5 ans, les gens se rendent bien compte que ce n'est plus, une recherche de plus de tolérance et d'ouverture, c'est une idéologie qu'on nous impose à la place de nos identités naturelles. Et c'est là qu'il y a une rébellion mondiale, avec les mouvements populistes qui montent partout. Vous les avez en Europe, en France évidemment on le sait, Grande-Bretagne, Italie, Europe de l'Est, Russie évidemment, États-Unis avec Trump, Brésil, mais vous l'avez également en Inde avec M. Modi, et je vais même plus loin, vous l'avez même en Turquie avec M. Erdogan. Alors évidemment, c'est pas le populisme qu'on préfère nous, parce qu'il est orienté contre nous, si vous voulez. Mais tout ceci, c'est la sensation que nous sommes en train de perdre toute la richesse de nos identités, à travers cette idéologie mondialiste, et il y a une réaction générale. Il y a une réaction générale, et les gens pensent qu'on a été beaucoup trop loin dans la libération des mœurs, dans la libération individuelle, je dirais le diktat des égos. Les gens voient bien que ça va beaucoup trop loin, et il y a cette réaction mondiale qui apparaît, et qui, je pense, va finir par aller au bout, de sa logique. Vous savez, vous êtes jeune, Marc, beaucoup plus jeune que moi. Le mondialisme, moi je l'ai vu progresser, si vous voulez. Mais il n'est pas arrivé en 5 ans, 10 ans. Ça a mis 30 ans à se dérouler, vous voyez ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, je vois un mouvement de démondialisme qui est amorcé depuis, selon moi, 4 ou 5 ans. Peut-être même un peu plus, alors bon. Mais tout ceci va aller au bout de la route. Mais évidemment, ça prendra forcément plus de temps, je pense, que ce qu'on croit, parce que le mondialisme est très enraciné, non pas dans l'esprit des gens,
mais à travers la puissance de feu qu'il a en termes de propagande médiatique. Dernière question, Olivier Pesantini, puisque demain, en tout cas samedi, l'extrême gauche, la plupart des médias de gauche, des associations, des syndicats, va manifester contre les idées d'extrême droite. Alors on prend peut-être un petit peu d'avance et on prédit peut-être une situation catastrophique, mais il y a de fortes chances que cela coagule tous les mouvements antifascistes, No Borders, Black Blocs, etc., qui vont s'en donner à cœur joie. Il y a quand même quelque chose qui est fascinant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on s'aperçoit du coup que ces antifas, ces militants d'extrême gauche, no border, antipopulistes, antifascistes, etc., en fait, alors qu'ils se targuent d'être pour la justice sociale contre les inégalités, en fait, en se faisant l'allié objectif justement de cette idéologie, accentuent ce qu'ils prétendent combattre en fait en réalité. Mais c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, Éric Zemmour le répète souvent, l'extrême gauche, ce sont les idiots utiles du mondialisme. Et je vais ajouter autre chose. En France, ils sont les idiots utiles du macronisme. Parce que Macron, on laisse entendre que c'est un président de droite. Mais expliquez-moi quelle mesure de droite il a pris depuis 4 ans qu'il est là. Absolument aucune, ou très peu. Ou alors vraiment, Macron, un président de droite, normalement, il assure l'ordre et l'autorité, c'est la première chose. Bon, il défend la valeur travail, il défend l'entrepreneuriat, mais dans le sens, non pas évidemment des oligopoles qui sont tous ses amis, mais l'entrepreneuriat dans la vie courante. Mais qu'a-t-il fait à ce niveau? Rien. Il baisse les impôts, il ne les a pas baissés. Il baisse les charges sociales, il ne les a pas baissées. Au contraire, on est aujourd'hui à un niveau de dépenses publiques jamais atteint. Au niveau sociétal, quelqu'un de droite, normalement, est au moins prudent. Hein, il est soit hostile à certaines évolutions, soit au moins il est prudent. Macron n'est pas prudent par rapport à ça, il y va à fond, comme aujourd'hui avec les lois bioéthiques. Donc Macron est un président de gauche très, très prononcé, sauf qu'il sait que l'électorat n'est pas à gauche, il est à droite. Alors, quoi de mieux que d'avoir ces espèces d'hurluberlus d'extrême gauche, écologistes, avec les sapins de Noël qu'on coupe, les crèches on n'en veut pas, le Tour de France, il y a des filles en jupe, il n'en faut pas, enfin il faut enlever tout quoi. Bon, et donc là il arrive lui ou Madame Schiappa, ah non 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 on va pas laisser faire ça, ah non on va fêter Noël, ah non vive le Tour de France, etc. Donc ben oui, alors les gens lambda se disent ah ben oui lui il ne veut pas qu'on aille dans toutes ces extrémités. Donc en fait il se fait passer pour un homme de droite. Comme un peu le miroir, enfin l'antithèse de cette folie de gauche qu'on laisse prospérer. Les Black Blocs ne se font jamais arrêter, il n'y a jamais de problème à ce niveau. Quand vous voyez le moindre mauvais geste est sanctionné très durement en face. Donc vous voyez, c'est vraiment les idiots utiles du mondialisme et du macronisme en France en particulier.